Saddam Hussein menace de mort les Américains. Des Britanniques et des Américains ont été rassemblés dans un hôtel du Koweït selon le Foreign Office. 45 000 marines supplémentaires envoyées dans le Golfe. La facture de l'intervention s'alourdit de jour en jour. Qui va payer? À nous, traditionnellement, les cambriolages redoublent. Ils laissent derrière eux des victimes traumatisées. Pour les défendre, une association s'est créée. Bonsoir. Le conflit irako-koweïtien marqué par de nouvelles menaces ce soir de Saddam Hussein. Le numéro 1 irakien affirme qu'il enverra des milliers d'Américains dans des cercueils en cas de confrontation entre les États-Unis et l'Irak. Un discours lu comme d'habitude par un présentateur de la télévision irakienne. Nous entendrons d'une minute à l'autre la réponse du maître de Bagdad au durcissement de la position de George Bush hier soir. Tension très vive dans le Golfe aujourd'hui. Alors que le dispositif américain se renforce, les Irakiens auraient demandé aux Britanniques et aux Américains retenus au Koweït de se rassembler dans un hôtel de la capitale. Par ailleurs, l'agence officielle égyptienne fait état d'une tentative d'assassinat du président irakien. À Washington, pas encore de réaction aux menaces de Saddam Hussein. Le président George Bush vient d'accueillir le roi Hussein de Jordanie. La question clé, l'attitude du roi jordanien face à l'embargo international. Correspondance à Washington de l'AFP Audio. L'avenir de la paix est peut-être en train de se jouer dans la petite station balnéaire de Kenenbunkport où George Bush reçoit en ce moment le roi Hussein de Jordanie. Le souverain est porteur d'un message de l'Irakien Saddam Hussein, une information que les Américains n'avaient pas confirmée officiellement encore ce matin. Reste que l'Irak vient de parler aux États-Unis par le truchement des médias. Le ton employé par le porte-parole irakien, et tout le monde ici a pu l'entendre sur CNN, est dur. Mais tant l'ambassadeur irakien à Washington que la presse, ici, annonce une ouverture du président irakien à l'égard des États-Unis. C'est accompagné de James Baker que le roi Hussein, arrivé hier soir à Washington, s'est rendu tout à l'heure dans la résidence de vacances de George Bush. Nul doute qu'il justifie également sa position à l'égard de l'Irak, largement différente de l'administration américaine. Un froissement dans des relations jusqu'à présent très serrées entre les deux pays. Bush s'apprête ensuite à recevoir le ministre saoudien des Affaires étrangères. Avant ces rencontres, on affirmait ne rien attendre de particulier. L'avenir le dira. Washington, Béatrice Kadige, AFP Audio. Au lendemain de l'offre de paix du président irakien à l'Iran, encore aucune réponse officielle à Téhéran. Le président Rafsanjani a néanmoins affirmé aujourd'hui que le problème de la paix entre Téhéran et Bagdad est totalement indépendant de l'occupation irakienne du Koweït. Le coût de cette crise, George Bush demande aux Occidentaux de partager la facture des dépenses occasionnées par ce conflit. Facture d'ores et déjà faramineuse qui ne pourra que s'alourdir si l'opération se poursuit. Les explications de Pierre Babet. Jour en jour, d'heure en heure, s'organise et se renforce le déploiement militaire dans le Golfe. 50 000 Américains à brève échéance, 250 000 peut-être à terme. La sécurité n'a pas de prix, elle aura un coût énorme à la hauteur du dispositif. Première estimation de 10 à 15 millions de dollars par jour, à multiplier par autant de levées de soleil sur le Golfe Persique, 3 mois, 6 mois, la note s'élèverait alors à 1,2 ou 2,4 milliards de dollars, plus de 12 milliards de francs. Le Japon se dit prêt à mettre la main à son porte-monnaie et l'Arabie Saoudite propose une aide en carburant. Pour la France, tout dépendra aussi de la durée de l'opération Salamandre. À titre de référence, le précédent engagement dans le Golfe avait entraîné un surcoût de 1,5 milliard de francs, couvert en fin d'année par collectif budgétaire. Nous reviendrons bien sûr à 19h30 sur le conflit irako-koweïtien. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger. Claire Sébastien. Au moins 150 morts en Afrique du Sud, c'est le bilan des affrontements qui opposent depuis 4 jours les Zoulous de l'Inkatha aux partisans de l'ANC. Pour mettre fin à ce bain de sang, Nelson Mandela vient de rencontrer le président de Clerc, une négociation de la dernière chance pour arrêter cette guerre tribale. À cause de l'éclatement d'un pneu, l'autobus express qui effectuait la liaison entre Chavez et Lisbonne a versé dans un ravin où il s'est écrasé. 15 passagers, tous de nationalité portugaise, ont été tués, 37 autres sont blessés. Marlon Brando vient de verser 2 millions de dollars, soit plus de 10 millions de francs. C'est le montant de la caution pour la libération de son fils Christian, accusé du meurtre du compagnon de sa demi-sœur Cheyenne.
Les réfugiés albanais qui campaient depuis hier, place de la Madeleine à Paris, ont pu rencontrer ce matin les représentants de l'ambassade des États-Unis. Les diplomates américains leur ont confirmé que seuls ceux qui ont des parents aux États-Unis auront des chances d'être acceptés. Bernard Tapie a désormais le feu vert pour le rachat du groupe ouest-allemand Adidas. L'Office des cartels, organisme financier de RFA, chargé de vérifier qu'il n'y ait pas de concentration entre entreprises, a levé le doute qui planait sur la reprise d'Adidas. Si son montage financier se confirme, Bernard Tapie peut donc se payer Adidas. Un détenu s'évade lors de sa présentation au parquet de Grenoble. Jean-Michel Laurent, 22 ans, est soupçonné d'avoir effectué plusieurs hold-up dans des banques de la région. Il était en détention provisoire, il n'est pas considéré comme dangereux. On le surnomme le voleur à bicyclette car il opérait ses braquages à vélo. Et le discours de Saddam Hussein vient de nous parvenir, je vous propose tout de suite de l'écouter. Monsieur Bush, vous avez menti une première fois en affirmant au peuple américain que vous aviez dépêché vos forces en Arabie Saoudite pour défendre vos intérêts sur place. Vous avez menti une deuxième fois en disant que les troupes américaines avaient pour mission d'obliger les troupes irakiennes à se retirer du Koweït. Saddam Hussein va plus loin ensuite. Il menace de renvoyer des milliers d'Américains dans des cercueils si les États-Unis attaquent l'Irak. Avec cette mise en garde très claire de Saddam Hussein, les 3100 ressortissants américains retenus au Koweït et en Irak sont plus que jamais des otages potentiels aux mains du président irakien. Nous reviendrons donc sur cette information dans quelques instants. L'étang de Trindel dans la baie d'Audierne en Bretagne est un lieu privilégié pour le passage des oiseaux migrateurs. Ils s'y arrêtent de juillet à octobre. Cela donne l'occasion aux ornithologues de les attraper pour les étudier. Reportage Muriel Lemohan à Brest. Cette capture n'est pas une chasse sauvage. Les oiseaux sont simplement faits prisonniers une petite demi-heure, juste le temps d'être identifiés et bagués. Depuis un mois, 2000 oiseaux ont ainsi été capturés à Trinvel. Les ornithologues en profitent pour les mesurer et les peser. On va lui mettre, lui coller une espèce de carte d'identité et il sera identifié une fois pour toutes puisqu'il sera le seul oiseau à porter une bague avec ce numéro. Et puis ensuite, on va le peser. Voilà, donc là il fait 10,5 grammes. Bon, les fragmites des joncs pèsent entre 9 grammes et 10 grammes lorsqu'ils sont complètement maigres. Et puis ensuite, ils vont pouvoir atteindre des poids de jusqu'à 22 grammes ici. Les ornithologues bretons travaillent en collaboration avec des scientifiques de plusieurs pays d'Europe. Toutes ces mesures, gérées par informatique, permettent de connaître précisément les rythmes de vie et les habitudes des différentes espèces. Cela facilite leur protection et la préservation des milieux naturels où ils vivent. Les oiseaux le savent bien et c'est sans rancune qu'ils s'envolent vers l'Afrique. La météo, Michel Touré, encore de la fraîcheur et des nuages. Oui, un temps instable pour les habitants du nord-ouest de la France, car les autres pourront être gâtés. Le nord-ouest va voir arriver une nouvelle perturbation avec quelques averses qui pourront parfois être violentes. Regardez un peu la carte que je vous ai concoctée. Grâce aux techniciens de DFR3 qui ont travaillé, nous sommes en panne d'ordinateur. Vous avez des problèmes aujourd'hui. Vous voyez, sur le nord-ouest, arrivée d'une perturbation modeste, mais quelques averses, un vent d'ouest qui soufflera à 40-60 km/h, et ailleurs, eh bien, c'est un soleil plus ou moins vaillant, avec un beau soleil sur le pourtour méditerranéen, du Roussillon jusqu'aux Alpes du Sud, avec Mistral et Tramontane qui souffleront également à 60 km/h à peu près. Donc, prudence si vous êtes en bord de Manche, et puis bon soleil si vous êtes au sud. Merci beaucoup Michel Touré. Prévision météo complète à 19h57. Place à l'information régionale. On se retrouve à 19h30. À tout à l'heure. De combattants, parce que pour avoir une chance de se qualifier dans ce Euro 92, ça passe effectivement par une victoire en Islande. S'il estimait hier soir qu'il était encore trop tôt pour évoquer le voyage en Islande, Michel Platini a toutefois annoncé qu'il n'y aurait pas de bouleversement par rapport au groupe présent hier soir au Parc des Princes. Henri Stassinet, France Info. Trafic. Christian Magdelaine avec Karcher, nettoyeur haute pression. Les difficultés ont disparu sur le secteur de Narbonne. L'autoroute A9 a retrouvé un trafic fluide. Même chose pour l'autoroute A57 à Toulon où les ralentissements provoqués par des travaux ont disparu.
En revanche, il reste quelques retenues à Lyon-Fourvière dans le sens sud-nord. Il ne reste plus actuellement qu'un kilomètre de ralentissement. Ralentissement également qui persiste à hauteur de Toulouse sur la rocade A624 à l'échangeur de la Sépierre. Là encore, il s'agit de travaux, mais ce ralentissement a tendance à diminuer. Il ne reste plus que 1 à 2 km pour l'instant. Région parisienne, il n'y a que très peu de difficultés ce soir. On enregistre quelques ralentissements après sur l'autoroute A4 au départ de Paris, du pont de Charenton jusqu'à l'échangeur de Créteil-Melun, sur 3 à 4 km donc en direction de la province. Quelques perturbations possibles également la nuit prochaine sur le périphérique de Paris. La chaussée intérieure sera fermée de 9h à 5h de la porte de Dauphine à la porte des Lilas. Intérieure, Dauphine-Lilas, de 9h à 5h demain matin. Amateurs, à vos micros. Le concours Chasseur de 190 vous est destiné. Proposez-nous vos enregistrements sonores les plus fous ou vos reportages les plus rares. Les meilleurs seront récompensés. Pour en savoir plus, concours Chasseur de son, Maison de Radio France, 116 avenue du Président Kennedy, 75 016 Paris. L'année, l'info, c'est France Info. 24 heures sur 24. Sciences au naturel, Marie-Odile Monchicourt. Nucléar, un atelier de conservation d'objets d'art par le rayonnement gamma, un laboratoire qui dépend du commissariat à l'énergie atomique. Le rayonnement gamma est de nature électromagnétique, tout comme la lumière ou les rayons X. Il est émis par un élément radioactif, comme le cobalt 60. Depuis 1970 déjà, des objets rares et précieux sont soumis à la puissance de ces rayons, fatale à tous les micro-organismes, insectes ou autres, destructeurs de l'œuvre. Par ailleurs, grâce à ses propriétés, le rayonnement gamma est capable de durcir certaines familles de matières plastiques, si bien que lorsqu'on cherche à consolider ou à réparer un objet dégradé, on se sert d'une résine liquide que l'on durcit ensuite par irradiation. Autre avantage du rayonnement gamma, sa capacité à traverser de fortes épaisseurs de matériaux. Son action est donc efficace à l'intérieur même des objets, qui peuvent d'ailleurs être traités dans leur emballage de transport. Par ailleurs, lorsqu'une œuvre, une sculpture ou un meuble de bois est gorgé d'eau, l'atelier va tout d'abord chercher à obtenir la disparition du liquide, soit par une évaporation naturelle contrôlée, soit par lyophilisation. L'eau est ensuite remplacée par un solvant dans une série de bains successifs. Et lorsque le bois est gorgé de solvant, celui-ci est remplacé, suivant le même principe, par une résine qui sera ensuite durcie sous l'action du rayonnement gamma. Une tête de bois fissurée peut retrouver ainsi son visage d'antan. En matière de désinfection ou de restauration, le cobalt 60 a fait ses preuves dans bien des domaines, car il convient parfaitement aussi au traitement de la pierre, des cuirs ou encore de certains matériaux organiques tels que les vanneries, les cordages ou certains tissus.
Info Express, 19h15. Nouvelle menace de Saddam Hussein. Le président irakien menace de renvoyer des milliers d'Américains dans des cercueils en cas de confrontation entre son pays et les États-Unis. Dans un discours radio-télévisé, Saddam Hussein a traité George Bush de menteur. Il annonce que les États-Unis vont être vaincus. Tous les ressortissants américains vivant au Koweït ont reçu l'ordre des autorités irakiennes de se rassembler dans un hôtel du centre-ville. La même mesure a été prise à l'encontre des 4000 Britanniques qui résident dans l'Émirat. Plus que jamais dans le Golfe, l'heure est à la mobilisation. Le Pentagone va envoyer 45 000 Marines supplémentaires. Ils viendront s'ajouter aux dizaines de milliers de soldats américains déjà dépêchés dans la région. Washington se réserve par ailleurs le droit de riposter à une éventuelle attaque chimique irakienne en utilisant les mêmes moyens. Aux États-Unis, George Bush reçoit actuellement dans sa résidence du Maine le roi Hussein de Jordanie. L'entretien a débuté vers 18h. Les deux hommes vont tenter de trouver une solution négociée à la crise du Golfe. La bourse, hausse des valeurs françaises à Paris, plus 0,66% pour l'indice CAC 40 à la clôture. Quant au dollar, il est en forte baisse. La devise américaine cote au fixing 5 francs 25,10 contre 5 francs 29,30 mardi. Peut-être la fin de la grève des pompistes corses. Les compagnies pétrolières se sont engagées à rétablir les marges de leurs détaillants. Une proposition présentée cet après-midi à la préfecture d'Ajaccio lors d'une réunion de concertation. La séance de négociation a été interrompue tout à l'heure. Elle reprendra à 22h. Les pompistes corses ont entamé hier une grève illimitée pour protester contre la forte réduction de leurs marges bénéficiaires. Les rapports du tiercé Carte Plus qui se couraient cet après-midi à Deauville. Le tiercé 14, 7 et 5 rapporte dans l'ordre pour 6 francs 1533 francs. Dans un ordre différent 185 francs 40. Le Carte Plus 14, 7, 5 et 16 rapporte dans l'ordre pour 8 francs 13 249 francs 60. Et dans un ordre différent 1052 francs 80. France Info interview le docteur Philippe Mahou de Médecins sans frontières Belgique. Après le retour à Bruxelles de l'organisation humanitaire, le Libéria se retrouve désormais sans assistance médicale. Plus aucun hôpital ne fonctionne à Monrovia, où selon MSF, aucune notion classique des droits de l'homme n'est respectée. Le docteur Mahou est interrogé par Quentin Dickinson. Dans un premier temps, nous avons essayé en tout cas de faire comprendre ce que pouvait être une notion de neutralité ou ce que pouvait être la notion d'action humanitaire, considérant que nous n'étions pas là pour soigner un camp plutôt que l'autre, mais de soigner l'ensemble des personnes qui se présentaient. Donc c'était le type de rapport qu'on pouvait avoir. Il n'empêche que de la part des gouvernementaux, les menaces ont été à un moment très précises. Elles ont culminé le lendemain du massacre à l'intérieur de l'église luthérienne, où il y a 400 personnes qui ont été assassinés, hommes, femmes, enfants, avec un nombre très important de blessés que nous avons soignés donc à l'hôpital catholique. Ça, c'était le type de rapport, des menaces, une insécurité complète, l'impression qu'il était extrêmement difficile de traduire ce qu'était précisément cette notion de neutralité et d'action humanitaire. Et avec les rebelles, eh bien, disons, on n'a pas eu des contacts très importants. On en a eu. Il y a eu de la part des rebelles des demandes strictes par rapport à des noms de patients qui se trouvaient dans l'hôpital. Vous savez, on a vraiment cette impression au Libéria qu'il n'y a plus aucune valeur qui est respectée et que peut encore signifier, dans des conditions pareilles, la notion d'action humanitaire, la notion de neutralité. Quel est votre sentiment profond, docteur, à l'issue de ce mois passé là-bas? C'est à la fois de l'écœurement et c'est en plus de ça la sensation avec tous ceux avec qui on a l'occasion de travailler. Il y a cette congrégation, il y a des médecins, des personnels infirmiers libériens, et puis toute cette équipe d'MSF, la sensation d'avoir quand même fait un fameux boulot. Voilà. Mais le sentiment d'écœurement est important. Pourquoi? Précisément parce que, à cause du sentiment d'avoir touché peut-être le fond du non-respect des règles, de l'absence de règles, de l'absence de code dans les rapports entre les gens. Vous repartiriez? On ne sait jamais ce qui va arriver quand on part. Alors, si c'était pour revivre les 3 derniers jours qu'on a vécu, je pense pas. C'était le docteur Philippe Mahou de MSF Belgique. L'été en ville, Nadine Dietrich. À Dieppe, les 6e rencontres internationales de cerf-volant se déroulent sur la semaine du 8 au 16 septembre. Simple divertissement pour les uns, passion pour les autres. Il est certain en tout cas que le marché du cerf-volant se développe de plus en plus. Présents à cette réunion, des cerf-volistes du monde entier. Monsieur Liu, par exemple, maître artisan chinois,
en fait le commerce dans son pays. Il en exporte la majorité aux États-Unis. En Nouvelle-Zélande, Peter Lynn fabrique lui aussi ses cerfs-volants. Doué d'une imagination fertile, il amène dans ses bagages une pieuvre de 15 mètres de long. Elle volera pour la première fois à Dieppe. Les enfants, quant à eux, sont invités à réaliser leur cerf-volant. Réservés à cet effet, des ateliers sont libres d'accès. Ces rencontres ont lieu sur les pelouses de la plage de Dieppe du 8 au 16 septembre. À une cinquantaine de kilomètres de Brest, au Mont d'Arrée, en Bretagne, les week-ends sont consacrés exclusivement aux grandes passions amoureuses. Dans un site enchanteur, vous pouvez sceller ou renouveler l'union de votre couple. Les romantiques ne peuvent rêver mieux. Pour parfaire l'illusion, vous endossez des costumes traditionnels bretons. La cérémonie est suivie par un véritable repas de noces où vous êtes les rois de la fête. Amusants ou exaltants, ces noces bretonnes sont en tout cas l'occasion de passer un week-end fleur bleue. Contactez la Maison de Bretagne au 42 79 07 07. Après-midi musical au square de Courteline à Paris. Inutile de connaître le solfège, de toute façon il n'y a pas d'instrument de musique. Dans ce lieu magique, sur un damier de 10 cases, vous déclenchez avec vos pieds des musiques de Jean-Sébastien Bach ou Count Basie. Chaque case occupée produit une partition musicale et la polyphonie se construit grâce à vos mouvements. Cela amusera beaucoup vos enfants. Le kiosque du square Courteline, dans le 12e arrondissement, est ouvert de 15h à 19h. Dans un instant, France Info Express. Vous écoutez France Info. À Béziers, vous pouvez nous retrouver sur 105.1. France Info Express, 19h23. Nouvelle menace de Saddam Hussein. Le président irakien menace de renvoyer des milliers d'Américains dans des cercueils en cas de confrontation entre son pays et les États-Unis. Dans un discours radio-télévisé, Saddam Hussein a traité George Bush de menteur. Il annonce que les États-Unis vont être vaincus. Tous les ressortissants américains vivant au Koweït ont reçu l'ordre des autorités irakiennes de se rassembler dans un hôtel du centre-ville. La même mesure a été prise à l'encontre des 4000 Britanniques qui résident dans l'Émirat. Plus que jamais dans le Golfe, l'heure est à la mobilisation. Le Pentagone va envoyer 45 000 Marines supplémentaires. Ils viendront s'ajouter aux dizaines de milliers de soldats américains déjà dépêchés dans la région. Washington se réserve par ailleurs le droit de riposter à une éventuelle attaque chimique irakienne en utilisant les mêmes moyens. Aux États-Unis, George Bush reçoit actuellement dans sa résidence du Maine le roi Hussein de Jordanie. L'entretien a débuté vers 18h. Les deux hommes vont tenter de trouver une solution négociée à la crise du Golfe. La bourse, hausse des valeurs françaises à Paris, plus 0,66% pour l'indice CAC 40 à la clôture. Quant au dollar, il est en forte baisse. La devise américaine cote au fixing 5 francs 25,10 contre 5 francs 29,30 mardi. Peut-être la fin de la grève des pompistes corses. Les compagnies pétrolières se sont engagées à rétablir les marges de leurs détaillants. Une proposition présentée cet après-midi à la préfecture d'Ajaccio lors d'une réunion de concertation. La séance de négociation a été interrompue tout à l'heure. Elle reprendra à 22h. Les pompistes corses ont entamé hier une grève illimitée pour protester contre la forte réduction de leurs marges bénéficiaires.
Les rapports du tiercé Quarté Plus qui se couraient cet après-midi à Deauville, le Quarté Plus 14, 7, 5 et 16 rapportent dans l'ordre pour 8 francs 13 249 francs 60 et dans un ordre différent 1052 francs et 80 centimes. France Info Interview, Charles Girolami, président du syndicat des détaillants en carburant de Haute-Corse. Les 2 dépôts pétroliers de Corse sont bloqués depuis ce matin par des distributeurs indépendants. Ces pompistes sont en grève illimitée depuis mardi pour protester contre la réduction de leur marge bénéficiaire. Les délégués qui se sont entretenus plus de 3 heures avec le préfet cet après-midi reprendront les discussions vers 22 heures. Charles Girolami est interrogé par Sylvie Johnson. Je crois que la fermeture des stations-service, il y aurait eu quelques pompistes qui auraient vendu quand même, des inconscients. Je veux empêcher simplement des gens qui ne savent pas compter, alors les mettre devant la réalité. Et je pense que dans le système que nous vivons, c'est malheureux, mais il faut avoir des actions dures pour se faire entendre. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pense qu'on aura satisfaction. Et dans le cas où vous n'auriez pas satisfaction? La grève continuera. Je pense qu'on n'en arrivera pas là, nous avons devant nous des gens responsables. Je pense que nous n'arriverons pas là. Ici, au dépôt de la Marane, vous laissez sortir le carburant pour avion? Nous laissons sortir le carburant pour avion parce que nous avons décidé que les touristes et les automobilistes ne sont pas responsables de notre problème. Et croyez-moi, c'est en dernier recours, en dernier ressort que nous avons fait cette action. Et nous sommes vraiment gênés pour les automobilistes. Il faut qu'ils nous comprennent et qu'ils sachent que nous ne faisons pas ça pour faire une grève, pour dire faire une grève. Nous sommes vraiment obligés, nous sommes acculés à faire une grève. Et pourtant, les touristes et les automobilistes, ce sont les principales victimes en ce moment. Oui, mais moi je poserai la question d'une autre façon. Je demanderai à n'importe qui s'il était d'accord pour des raisons mondiales ou pour des causes quelconques, de diminuer son pouvoir d'achat de 40%. Donc je pense que les touristes et l'automobiliste nous comprendra. C'était Charles Girolami du syndicat des détaillants de Haute-Corse. France Info, 19h27, l'Arabie Saoudite demande une réunion immédiate de l'OPEP. Le ministre saoudien du pétrole, Hicham Nazer, a déclaré aujourd'hui qu'il tentait d'obtenir une réunion immédiate de l'OPEP consacrée à la diminution des quantités de pétrole disponibles après l'invasion du Koweït par l'Irak. La bourse, Jean-Pierre Gaillard, avec CIC Paris, banque du groupe CIC. Les valeurs françaises ont progressé de 0,66%. Le CAC 40 était à 1723,41. La journée a encore été nerveuse. Pendant un moment, on gagnait 1,2%. Mais l'indice a été négatif pendant un court moment. L'ouverture en baisse de Wall Street a naturellement fait mauvaise impression, ainsi que les premières statistiques économiques mensuelles américaines qui étaient plutôt décevantes. Sur le marché d'échange, le dollar a perdu 0,79% à 5 francs 25,10. Le franc était bien orienté. À Paris, les cours de l'or ont baissé. Il y avait 2 jours que nous n'avions pas coté. Le lingot a perdu 2400 francs à 68 900 francs. Le Napoléon 21 francs à 448 francs. Le taux des emprunts d'État à long terme en clôture progresse encore un peu de 2 centimes à 10,08%. Voici maintenant les derniers cours de notre seconde liste. La Compagnie du Midi 997 moins 0,8%, Navigation Mix 1485 plus 4,6%, L'Oréal 497 plus 0,4%, Paribas 519 plus 0,8%, Pernod Ricard 1050 moins 1,4%, Peugeot 615 plus 0,8%, Printemps 540 moins 0,9%, le CIP Rhône-Poulenc 302,50 moins 1,8%, La Rochette 52,80 plus 5,60%, Saint-Gobain 418 plus 0,4%, Sanofi 880 plus 1,3%, Schneider 840 moins 1,9, Simco 558 plus 2, Société Générale 484 plus 2,6, Source Perrier 1399 moins 0,07, Suez 336 moins 0,6, Thomson 101,80 plus 1,80. Total 600 plus 0,17, Valeo 419 plus 2,2. Aux valeurs étrangères, la De Beers à 114,50 perdait 8,1%. Deutsche Bank 2467 plus 1,5, Drifontaine 74,50 moins 5,10. Toutes les mines d'or étaient d'ailleurs en baisse. Hitachi 46,60 plus 3,6, Matsushita 63,80 plus 0,8, Nestlé 32 050 plus 1,6, Petrofina 1822 inchangé, Philippe Maurice
247,80 plus 3,7. Placeur-Dôme 97,80 moins 2,3. Royal Dutch 433 moins 1,6. Schlumberger 345,80 moins 0,9. Siemens 2263 plus 1,5. General Electric 349 moins 1,13. IBM 550 moins 0,5%. Je vous rappelle que le CAC 40 en clôture était en hausse de 0,66% à 1723,41. À la Bourse de Paris pour France Info, Jean-Pierre Gaillard. France Info, il est 19h30, Christophe Beck. Saddam Hussein menace de renvoyer des milliers d'Américains dans des cercueils aux États-Unis en cas de conflit dans le Golfe. C'est la teneur du message du président irakien à l'attention du président Bush. Hussein, qui s'exprimait à la télévision irakienne, est déterminé à maintenir la fusion entre l'Irak et le Koweït. Nous prions Dieu pour éviter toute confrontation. Pas de réponse du côté de Washington. George Bush s'entretient en ce moment même dans sa résidence du Maine avec le roi Hussein de Jordanie, le souverain qu'on croyait jusqu'à ce soir porteur d'un message rassurant du président irakien. À Washington, Philippe Reltien. Qui George Bush peut-il encore croire? Le roi de Jordanie qui déjeune à sa table dans le Maine avec comme information, ce n'est pas confirmé, un vague désir de négociation exprimé il y a plusieurs jours par Saddam Hussein, ou bien le discours provocateur plus récent du même Saddam Hussein à la télévision irakienne, avertissant les États-Unis que s'ils déclenchent la guerre, ils auront des milliers de body bags, de cadavres à rapatrier. Il y a aussi la déclaration américaine à Genève à la conférence sur le désarmement. Les États-Unis préviennent l'Irak. Si vous attaquez aux armes chimiques, on se réserve le droit de répondre avec les mêmes arguments. C'est dans cette ambiance sur le grill que commence le déjeuner du roi de Jordanie avec George Bush. Washington, Philippe Reltien, France Info. Les soldats irakiens ont demandé aux ressortissants britanniques au Koweït Saddam Hussein menace de mort les Américains. Des Britanniques et des Américains ont été rassemblés dans un hôtel du Koweït, selon le Foreign Office. Le président iranien satisfait de l'offre de paix irakienne, il réaffirme néanmoins que l'Irak doit se retirer du Koweït. Le ministre de la Défense ce matin devant la Commission de la Défense nationale, la France, selon lui, n'ira pas jusqu'au bout du blocus. Théâtre rural dans le Loiret, la troupe de l'Escabeau prépare sa rentrée dans une ferme. Bonsoir. Les États-Unis bafouent et négligent le sentiment arabe. George Bush est un menteur. C'est ce que déclare en partie ce soir le président irakien dans une lettre ouverte. Un discours lu comme d'habitude par un présentateur de la télévision à Bagdad. Réaction de Saddam Hussein au durcissement de la position américaine. Écoutez ces dernières menaces. Œil pour œil, dent pour dent, Saddam Hussein, par la voix de son présentateur attitré, a répliqué sévèrement au discours du président Bush. Vous êtes un menteur, a-t-il dit, vous avez trompé votre peuple, une première fois, en affirmant au peuple américain que vous aviez dépêché vos forces en Arabie Saoudite pour défendre vos intérêts. Une deuxième fois en disant que les troupes américaines avaient pour mission d'obliger l'armée irakienne à se retirer du Koweït. Saddam Hussein va plus loin ensuite, il menace de renvoyer des milliers d'Américains dans des cercueils si les États-Unis attaquent l'Irak. Avec cette mise en garde très ferme et sans ambiguïté de Saddam Hussein, les 3100 ressortissants américains retenus au Koweït et en Irak sont plus que jamais des otages potentiels. Saddam Hussein appelle de nouveau les musulmans au djihad, la guerre sainte. Enfin, pour lui, il est hors de question de quitter le Koweït. Nous sommes, a-t-il affirmé, sur notre territoire et les Koweïtiens sont des Irakiens. Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Votre première réaction aux déclarations de Saddam Hussein? Pour autant que j'ai pu les entendre, d'abord, il me semble qu'il y a un aspect injure homérique avant le combat. Vous savez, les héros s'insultaient longuement. Et deuxièmement, il est clair que si je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis ont la supériorité aérienne, l'Irak conservera la supériorité terrestre.
Donc, comme je l'ai dit devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, ils ont les moyens d'imposer une lutte très dure aux Américains. Nous y reviendrons dans quelques instants. En ce moment même, le roi Hussein de Jordanie et George Bush s'entretiennent dans la résidence d'été du président américain. Le roi Hussein serait porteur d'un message du président irakien. À la Maison-Blanche, on indiquait de rien attendre de spectaculaire de cette rencontre. Depuis plusieurs jours, en effet, les relations sont tendues entre les États-Unis et le roi jordanien. Nathalie Ether. Première question, Hussein de Jordanie est-il porteur d'un message de la part de l'Irak? C'est ce qu'ont laissé entendre les médias américains. Bagdad serait prête à certaines concessions en échange du retrait des forces étrangères dans le Golfe. Mais rien n'a été confirmé, d'autant que le discours irakien de ce soir à destination des États-Unis n'a rien d'optimiste. Seconde question, le roi de Jordanie va-t-il accepter de participer pleinement à l'embargo économique contre Bagdad? C'est ce qu'a l'intention de lui demander George Bush lors de cet entretien. Le président américain devrait tenter de convaincre Amman de respecter les sanctions économiques contre l'Irak et notamment de fermer le port d'Aqaba, dernière artère commerciale à destination de Bagdad. En échange, Washington apporterait une aide financière à la Jordanie. Mais la position jordanienne dans la crise du Golfe est délicate. Il y a une semaine, Amman s'était abstenu de condamner l'invasion irakienne au Koweït. D'autre part, le roi Hussein est partisan d'une solution entre Arabes. Il n'a donc pas cautionné le déploiement américain dans le Golfe. Mais sur ce point, George Bush reste très ferme. Tous les objectifs de l'opération militaire dans le Golfe seront réalisés, a-t-il déclaré hier. En attendant, les États-Unis se sont dit prêts à écouter Hussein de Jordanie dans un esprit d'ouverture. Alors que les pressions internationales s'accentuent sur la Jordanie pour qu'elle applique l'embargo international, l'inquiétude règne à Amman, la capitale jordanienne. Les milieux politiques craignent un soulèvement populaire. L'homme de la rue soutient Saddam Hussein. De Amman, notre envoyé spécial Jean-Claude Perper. Nous préférons la mort à la honte. C'est sur cette conclusion que s'est achevée la nuit dernière la réunion du Parlement et du gouvernement jordanien. Les députés, à une large majorité, ont rejeté toute forme d'adhésion à l'embargo et ont proclamé de nouveau leur soutien à l'Irak. Plusieurs responsables politiques affirment ici que l'application de l'embargo par la Jordanie provoquerait un soulèvement populaire. Les conséquences politiques internes seraient donc immédiates et bien plus terribles que le choc économique. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de la Troïka européenne ont rencontré le prince héritier Hassan. L'Europe, nous ont-ils dit, est décidée à accorder de larges compensations à la Jordanie. Mais l'offre est de peu de poids face à la détermination populaire en faveur de Saddam Hussein. Si la crise ne se dénoue pas, disait tout à l'heure un de nos confrères jordaniens, notre pays est acculé au suicide, la mort par l'insurrection ou par la totale asphyxie économique. Jean-Claude Perper, FR3, Amman. Au lendemain de l'offre de paix du président irakien à l'Iran, c'est la satisfaction et l'optimisme qui sont de mise à Téhéran. Dès demain, l'Irak va libérer 1000 prisonniers iraniens par jour, une concession qui ne suffit pas pour autant à rompre l'isolement diplomatique de l'Irak. Alain Chabot. Faire la paix avec votre ancien ennemi ne signifie pas pour autant faire la guerre aux ennemis de votre ancien ennemi. C'est en quelque sorte la traduction a posteriori des propos du guide de la révolution islamique, Ali Khamenei, qui condamnait dès hier toute agression, qu'elle vienne de l'Irak ou des États-Unis. L'attitude de l'Iran n'a pas évolué depuis. Le président iranien Rafsanjani prenant bien soin de préciser aujourd'hui que le problème de la paix entre Téhéran et Bagdad était totalement indépendant de l'occupation irakienne du Koweït. Le numéro 1 iranien réaffirmant même que l'Irak devait retirer ses forces de ce pays. Certes, Téhéran n'a pas encore répondu officiellement aux propositions de paix contenues dans le message transmis par Saddam Hussein. Mais ce soir, on peut se demander si Bagdad va réellement tirer profit de son initiative. Bien sûr, les troupes irakiennes concentrées à la frontière iranienne vont pouvoir être redéployées. Mais les concessions en passe d'être accordées par l'Irak au sujet du châtel arabe risquent de provoquer un vaste mouvement de mécontentement parmi la population irakienne, mais aussi au sein même de l'armée qui a tant payé en vie humaine le contrôle de cette voie d'accès au Golfe durant les 8 années de la guerre Iran-Irak. L'ambassadeur du Koweït à Paris a regagné son poste ce matin après avoir réussi à s'échapper de son pays. Retenu à la veille de l'invasion du Koweït par l'Irak, il a réussi à se rendre en Arabie Saoudite clandestinement hier matin. Son témoignage recueilli à l'instant par Joël François Dumont. J'ai vu bien sûr le premier jour
mitrailler les gens sans merci pour la moindre des choses. Si vous demande d'arrêter et vous faites la moindre geste, c'est toujours la mitraillette qui parle. Il y avait vraiment des choses horribles. Il y avait aussi ce qui était évoqué aussi par les médias, c'était le viol. Il arrive dans une maison, dans un appartement, il sépare les hommes, les femmes, il ramasse l'or et il viole les femmes devant leurs hommes. Alors là, c'est vraiment, je connais des cas. Autre témoignage, mais en images, celui-là, il nous provient de notre station de Nice, où un commercial koweïtien vient d'arriver. Il a filmé l'invasion de son pays avec une caméra amateur. Regardez. Koweït City, le 2 août, est occupé. Des convois militaires irakiens se dirigent vers le sud, vers la frontière de l'Arabie Saoudite. Des chars ont pris position le long de la côte. Les Koweïtiens effrayés ont abandonné leurs véhicules au milieu de la chaussée, sous l'injonction des soldats irakiens. Un centre commercial a été pillé et brûlé. L'auteur de ces images prises à la dérobée raconte. Ils m'ont arrêté et je leur ai dit, je fais un film de famille. Ils m'ont jeté par terre, ils m'ont pris ma cassette vidéo et l'ont piétinée, mais plus tard j'ai pu la récupérer. Après, je les ai conduits dans un magasin et je leur ai acheté des lunettes de soleil et des montres pas chères. Ils avaient des étoiles sur leurs épaulettes. Et puis j'ai redemandé ma cassette. C'est un film de famille, je répétais. On vous le rend si vous nous assurez qu'il n'y a pas d'image de militaires. They asked me, "You sure there's no army in it?" I said no. Then they gave me the film back. Koweït est annexé après le combat éclair, la détente avec des cartons sur des requins blancs et cette déclaration dans quelques instants pour le moins surprenante de ce soldat irakien. Nous ne luttons pas contre Koweït, mais contre Israël et les États-Unis. Le coût de cette crise, George Bush demande aux Occidentaux de partager la facture des dépenses occasionnées par le conflit irako-koweïtien. Facture d'ores et déjà faramineuse qui ne pourra que s'alourdir si l'opération se poursuit. Les explications de Pierre Babet. De jour en jour, d'heure en heure, s'organise et se renforce le déploiement militaire dans le Golfe. 50 000 Américains à brève échéance, 250 000 peut-être à terme. La sécurité n'a pas de prix, elle aura un coût énorme à la hauteur du dispositif. Première estimation de 10 à 15 millions de dollars par jour, à multiplier par autant de levées de soleil sur le golfe Persique, 3 mois, 6 mois, la note s'élèverait alors à 1,2 ou 2,4 milliards de dollars, plus de 12 milliards de francs. Le Japon se dit prêt à mettre la main à son porte-monnaie et l'Arabie Saoudite propose une aide en carburant. Pour la France, tout dépendra aussi de la durée de l'opération Salamandre. À titre de référence, le précédent engagement dans le Golfe avait entraîné un surcoût de 1,5 milliard de francs, couvert en fin d'année par collectif budgétaire. Jean-Pierre Chevènement était entendu ce matin par la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Les députés l'ont tout spécialement interrogé sur la forme d'une éventuelle intervention française dans le Golfe. Jean-Pierre Chevènement, quelle pourrait être la mission de cette force française dans le Golfe? Est-ce qu'on pourra aller jusqu'au blocus? Alors nous avons 4 missions. Une mission de soutien, une mission de dissuasion, une mission de contrôle de l'embargo qui a été décidé par l'ONU et une mission de protection de nos ressortissants. S'agissant de l'embargo, je crois qu'il peut être efficace, car tous les États se sont engagés à l'appliquer. C'est-à-dire que toute importation d'Irak ou toute exportation vers l'Irak étant interdite, il est très facile de repérer les bateaux qui contreviendraient à cet embargo et de les dénoncer. Maintenant, l'embargo n'est pas le blocus. Le blocus, c'est un acte de guerre. On tire. Or, il faut le rappeler, aujourd'hui, même les États-Unis ont encore un ambassadeur à Bagdad. Les relations diplomatiques ne sont pas rompues. Donc, je crois qu'il faut rester dans le cadre des Nations Unies. Si les modalités de l'embargo devaient être précisées, ce devrait être dans le cadre des Nations Unies. Une résolution a été votée. Le comité des chefs d'état-major va se réunir et nous verrons les moyens de rendre le blocus efficace. J'ai tendance à penser, pour ma part,
qu'étant donné la configuration géographique de l'Irak, qui n'a qu'un seul débouché sur la mer, et puis le port d'Aqaba, ça n'est quand même pas sorcier. Sur le plan opérationnel, Monsieur le Ministre, si un de nos bâtiments se trouve nez à nez avec un bâtiment transportant pour le compte de l'Irak des munitions, que fait-il précisément? D'abord, il faudrait qu'il sache que ce soit des munitions. Il peut interroger ce bâtiment. Il a la possibilité de le faire. Mais pour le moment, il doit respecter les règles qui sont celles fixées par l'ONU et par ailleurs les règles du droit maritime international. Il n'appliquerait pas ce qui a été proposé au commandant de bord américain, c'est-à-dire de tirer dans le gouvernail pour rendre le bateau ingouvernable. Et à ma connaissance, en tout cas ce matin, les directives données à la marine américaine ou à la marine britannique n'étaient pas différentes des directives données à la marine nationale. Le Clemenceau est parti dans une configuration un peu particulière. Il est porte-hélicoptère et transporteur de troupes. Il a à son bord des armes anti-chars, notamment des hélicoptères. Est-ce que cela veut dire qu'on pourrait être amené à tirer contre des chars irakiens? Et cela fait partie de la deuxième mission que j'ai évoquée tout à l'heure, la mission de dissuasion. En cas d'agression nouvelle, comme l'a précisé le président de la République, la France interviendrait. Et naturellement, comme on peut imaginer que cette intervention revêtirait la forme de blindés, un régiment d'hélicoptères de combat, c'est fait pour arrêter des blindés. Et croyez-moi, c'est efficace. La presse anglo-saxonne a dit que nous avions livré des détails sur l'armement lui-même vendu aux Irakiens, aux Américains. Mais vous savez, j'ai eu l'occasion de dire que tous les canards, fussent-ils américains, n'étaient pas les enfants de bon Dieu. Hein. Je pense qu'entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a de grandes différences. Je dément qu'aucune instruction a été donnée en ce sens. Pour le reste, il s'agit de questions couvertes par le secret militaire, et vous comprendrez que je n'en ajoute pas davantage. Ce qui n'est pas couvert par le secret militaire, c'est que le porte-avions aura besoin d'une couverture militaire aérienne américaine, dans le Golfe ou ailleurs. Ce n'est pas exact. Le porte-avions a ses propres défenses antiaériennes et par ailleurs il est accompagné par le croiseur lance-missile Colbert. Il bénéficiera à Djibouti du soutien de nos Mirage F1 basés à Djibouti. Et le cas échéant, des renforcements peuvent être opérés à partir de France pour donner une couverture aérienne si le besoin en était nécessaire. Merci, Monsieur le Ministre. Conséquence du conflit irakien, le blocage du prix de l'essence continue de susciter la fronde parmi les pompistes, parmi les petits détaillants en particulier. En Corse, grève générale des distributeurs de carburant. Elle devrait toucher à sa fin, un accord ayant été trouvé avec les compagnies pétrolières. Les explications de Claude Guénaud. Je viens d'arriver le midi. Et on ne savait pas qu'il n'y a pas d'essence en Corse. Et c'est pour ça qu'on a laissé tomber l'essence à zéro. Et maintenant, vraiment, le réservoir est vide et on ne peut plus bouger. Les Corses et les touristes de l'île devraient bientôt être approvisionnés à nouveau en carburant. Réunis cet après-midi à la préfecture d'Ajaccio, les 170 pompistes corses en grève depuis mardi négocient en ce moment encore un accord avec leurs fournisseurs. Les compagnies pétrolières s'étant engagées à rétablir les marges de leurs détaillants. C'est l'insuffisance du bénéfice par litre qui a déclenché la grève des pompistes corses. Leur marge serait tombée de 30 à 18 centimes, somme insuffisante pour couvrir leurs frais et leurs salaires. La proposition des compagnies consiste à diviser 50-50 la marge brute sur le carburant. Les pompistes corses auraient ainsi la garantie de percevoir 25 centimes par litre. Les négociations ne sont pas encore tout à fait achevées, mais elles sont en bonne voie. Près de 400 000 cambriolages en France chaque année. Le mois d'août, une période particulièrement faste pour les voleurs qui laissent derrière eux des maisons dévastées mais aussi des personnes traumatisées. Dans le Var, une psychiatre a décidé de fonder une association pour défendre les intérêts des cambrioleurs. Reportage de Laurence Bobillet et de Patrick Floimont. C'est passé en plein jour. Je suis arrivé le soir, il était 5h30, 6h. J'étais la première à rentrer et personne ne s'était aperçu de rien. Les gardiens étaient dans un autre corps d'immeuble, donc personne n'a rien vu, rien entendu. Bon, le vol, c'est le vol. C'est comme ça. Mais ils avaient éventré, je vois, ils cherchaient dans les canapés, dans les fauteuils, ils avaient éventré les canapés et les fauteuils. Ça, je dois dire que ça vous fait une impression épouvantable. On peut oublier un cambriolage, mais on ne peut pas oublier un vandalisme parce que c'est une sorte de viol. C'est un viol de votre vie privée, c'est un viol de vos souvenirs, c'est un viol de votre passé.
Christiane Lacombe-Mestas, victime elle-même de plusieurs cambriolages, a étudié les traumatismes engendrés par ces délits. Et elle a fondé une association pour apporter un soutien psychologique à ceux qui lui écrivent et lui racontent leur expérience. C'est souvent le même scénario. Après un cambriolage, ce sont les mêmes images, les mêmes angoisses qui reviennent. Un cambriolage, un vandalisme, c'est une agression. Donc, c'est une réponse à cette agression. À une agression, vous répondez par de l'anxiété, par de l'angoisse. La peur le soir, voilà, on se demande s'ils vont venir. Non, non, c'est pas s'ils vont venir, mais on guette tous les bruits inhabituels. Bon, j'avais l'habitude de l'ascenseur, ça s'entend toujours. Bon, mais quand même, l'ascenseur qui s'arrêtait au palier, on se dit, est-ce que c'est... ça vous l'avez en vous, ça vous prend là, ici, à l'estomac, et puis voilà, c'est la peur. L'association est là pour aider moralement des personnes traumatisées, mais aussi leur indiquer comment réagir et quelles démarches effectuer auprès de la police et des compagnies d'assurance. En bref, à présent, les autres faits marquants de l'actualité en France. Frédéric Delpech. Un détenu s'évade alors qu'il devait être présenté au parquet de Grenoble. Jean-Michel Laurent, 22 ans, en détention provisoire depuis le mois de mars, est soupçonné d'être l'auteur de hold-up dans les banques de la région, mais n'est pas considéré comme dangereux. On le surnomme le voleur à bicyclette, car il effectuait ses braquages avec un vélo. 3 des 50 réfugiés albanais qui avaient passé la nuit place de la Madeleine ont été reçus ce matin à l'ambassade des États-Unis. Les diplomates américains leur ont confirmé que seuls ceux qui ont des parents aux USA pourront espérer partir après avoir déposé une demande en bonne et due forme. Les Albanais apparemment satisfaits ont ensuite rejoint leur camp d'hébergement à Émancé. Une centaine d'agriculteurs vendéens ont manifesté leur colère devant la préfecture de La Roche-sur-Yon. Ils ont bloqué l'accès au bâtiment avant d'être reçus par le préfet. Ils réclament une indemnité sécheresse et sont prêts à poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. La chasse à l'ours brun bientôt interdite dans certaines régions des Pyrénées, une décision annoncée par Brice Lalonde. Le secrétaire d'État à l'environnement a jugé que la proposition des élus locaux et des chasseurs de délimiter une réserve de 2700 hectares était insuffisante. On estime qu'il ne reste plus que 13 ours bruns dans les Pyrénées contre 200 en 1957. 2 sarcophages récemment découverts à Gebersweer dans le Haut-Rhin avec à l'intérieur des ossements humains et des morceaux de tissu très bien conservés, datant de 1100, soit la fin du Moyen-Âge. Dernier volet de notre série consacrée aux championnats du monde de voltige aérienne qui se sont déroulés, vous le savez, à Yverdon-les-Bains en Suisse. Pendant la compétition, chaque concurrent essaye d'augmenter la puissance de son moteur. Bien qu'ils pilotent des monoplaces de plus de 300 chevaux, les Français refusent de parler de danger. Ils préfèrent enchaîner les figures les plus spectaculaires. Regardez ce reportage de Jean-Philippe Guillen et de Christophe Hérault. Comme tous les moteurs de compétition, ceux des avions de voltige demandent un réglage minutieux. Entre chaque évolution, les mécaniciens affinent la mise au point. Ici, contrairement à la Formule 1 par exemple, chaque pilote ne dispose souvent que d'un unique assistant. Objectif souhaité, augmenter le nombre de chevaux pour gagner en puissance. Alors, comme pour les voitures de course, la puissance des moteurs risque-t-elle de devenir trop importante et donc de créer un danger ? Il n'y a pas de danger par le fait de l'augmentation de la puissance en fait. C'est plutôt la difficulté technique des figures et le style de la voltige qui évolue, non pas qui représente un danger, mais qui augmente la difficulté. Dangereux ou pas, le style des voltigeurs français est inimitable. Prochain rendez-vous mondial en 92 au Havre. La France devra défendre ses 5 médailles d'or.
Reportage à présent sur un théâtre pas tout à fait comme les autres. La ferme théâtre de l'Escabeau à Briare, dans le Loiret. C'est une immense bâtisse du 19e siècle en pleine campagne. Ici, la troupe vit en communauté et participe à la vie quotidienne. L'Escabeau prépare pour le mois de septembre 12 hommes en colère de Réginald Rose. Nicole Bappel et Edmé Poupard ont passé une journée avec ces comédiens aux talents multiformes. Passion du théâtre ici, pas de cachet, pas de loge feutrée. Pourtant, les pensionnaires de l'Escabeau n'envient rien à ceux de la Comédie Française. Ils sont 15 tout l'été à vivre en communauté la création d'une pièce. À tour de rôle, le comédien se fait cuistot, bricoleur, puis acteur, professionnel ou amateur. S'il y a la passion et bon, on court pas le cacheton ici, quoi. Ici, il y a des gens qui bossent pour le spectacle, quoi. C'est pas un métier ici, c'est une passion, quoi. Et moi, je viens chercher ça, quoi. Je viens chercher cette énergie-là qu'on trouve plus beaucoup à Paris. J'aime bien mon travail, éducateur en fait. Je suis directeur d'un foyer. L'Escabeau, c'est plus quand même un épanouissement personnel, pour dire comme ça, plutôt que vraiment quelque chose qui me servirait, que je pourrais retraduire dans mon travail directement comme ça. Chaque saison, changement de décor dans les dépendances qui abritent 2 salles de théâtre. Dans la grange, 2000 costumes gardent la mémoire de Fantomas et du soulier de satin. Bientôt un gîte pour les spectateurs venus de loin. Le nom d'Escabeau, ça vient d'un escabeau qu'on avait au tout début. C'était à peu près notre seul instrument. Alors, il était là dans la cuisine, au milieu de la cuisine, et on montait dessus quand on n'était pas content. Coupable. Non coupable. Ce lieu, il ne nous incite pas. Il permet de choisir les pièces qu'on veut. Pour 12 hommes en colère, quand c'est un affrontement permanent entre 12 hommes, il fallait qu'ils soient en face l'un de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai imaginé que le théâtre en rond, où le public est de tous les côtés, autour de la reine. Qu'est-ce qui vous permet de parler comme ça? Alors, il faut vous calmer. Non, mais vous l'avez vu. C'est un irritable, nous savons. Ok. Enfin, cette dernière information, le département d'État américain confirme l'ordre de rassemblement donné à 2500 Américains résidant à Kuwait City, rassemblement dans un hôtel de la capitale. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques instants, la météo complète de Michel Touré. Prochain rendez-vous avec l'information Mémona Interman à 22h30. Je vous retrouve demain dès 19h. Excellente soirée à tous. Au revoir.